Bonsoir, merci de nous rejoindre sur TV Fil 78 pour une nouvelle semaine d'informations locales. Voici les principaux titres de ce lundi 30 septembre. Les magasins de bricolage d'Île-de-France doivent fermer. C'est la décision du tribunal de commerce de Bobigny qui a poussé hier le collectif des bricoleurs du dimanche à une nouvelle fois se faire entendre. Pétition, manifestation pour défendre leurs droits à travailler. Nous serons en ligne dans un instant avec une adhérente yvelinoise de ce collectif. Les professionnels se penchent sur les risques liés à la consommation de cannabis. Le centre Charcot de Plaisir ou encore l'Institut de promotion de la santé partenaire pour mieux comprendre les usages actuels et les solutions de prévention. Vie locale et l'automne qui est bel et bien là. Les exposants et les visiteurs de la brocante d'Elancourt l'ont constaté dimanche. La pluie est venue gâcher la fête. Nous sommes passés entre les gouttes à la rencontre des plus courageux. On commence par l'image de ce lundi, l'image du jour, la société de production Adrénaline qui s'est installée à Montigny-le-Bretonneux pour le tournage de Ligne de mire, un téléfilm réalisé par Nicolas Herth pour France 2. L'histoire d'une famille frappée par la crise et qui découvre une mallette d'argent qu'un tueur à gages va tout faire pour récupérer. Liane Folly ou encore Lola Devers, la fille de Patrick Devers, font partie de ce casting. Le tournage va se prolonger dans le reste de la France jusqu'à la mi-octobre pour une diffusion l'an prochain. Le collectif des bricoleurs du dimanche en colère contre la décision du tribunal de Bobigny d'obliger la fermeture le dimanche des enseignes Castorama et Leroy Merlin en Île-de-France, plus précisément 15 magasins à Rueil, Fresnes ou encore Ivry-sur-Seine. Pas d'enseigne yvelinoise concernée à ce jour. En ligne avec nous, Sandy Lopin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du collectif salarié d'une des enseignes de bricolage à Bois d'Arcy. Ce matin, il y a une réunion à Matignon pour évoquer ce dossier. Un rapport va être rendu dans les prochains mois sur cette question. Quel est votre sentiment? Le collectif n'est pas satisfait de ce nouveau rapport qui a été commandé par Matignon, il me semble. Non, tout à fait. On est vraiment déçus parce que, en fait, c'est un rapport supplémentaire. On n'arrête pas. Ça fait 1 an qu'on parle du sujet du dimanche, sachant qu'on en avait déjà parlé les années précédentes. Là, on nous demande quelque chose comme si c'était un sujet qui venait de tomber aujourd'hui sur la table. Nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir un décret qui nous permettrait d'ouvrir comme les jardineries et comme l'ameublement aujourd'hui. Et c'est une urgence parce qu'on est condamné à fermer, on a des amendes à payer. On a besoin absolument de ce décret pour pouvoir travailler en toute sérénité puisqu'on est volontaire pour travailler. Quitte à être hors la loi, puisque Matignon a aussi rappelé ce matin qu'en attendant ce nouveau rapport et d'éventuelles nouvelles décisions, les magasins qui devaient fermer le dimanche devront être fermés. C'est une sanction de 120 000 € environ par magasin à chaque fois qu'une infraction est constatée. Ces magasins doivent ouvrir ou fermer actuellement? Dimanche prochain, ils seront ouverts? En fait, ce qu'il faut d'abord voir, c'est qu'ils ne sont pas hors la loi, ces magasins, parce qu'ils ont pour la plupart des autorisations. Ils sont en zone de puce où ils ont des autorisations. Sauf que pour une quinzaine de ces magasins de la région parisienne, il a été demandé qu'ils soient fermés le dimanche. Ça ne concerne pas les Yvelines. Oui, mais ils ont quand même des autorisations. Donc ils n'ont pas à fermer. Ils ont des autorisations préfectorales où ils sont en zone de puce. Donc ils ont le droit complètement d'ouvrir le dimanche. Aujourd'hui, les magasins yvelinois, je disais, ne sont pas concernés ni par les nouvelles décisions qui sont tombées récemment. Pour autant, est-ce que vous vous sentez menacé, vous, sur Bois d'Arcy, par exemple? Alors, nous, on ne se sent pas directement menacés à l'heure d'aujourd'hui. Cependant, si jamais il y a une porte ouverte, les syndicats ne s'arrêteront pas là. Parce que là, pour l'instant, effectivement, c'est Bricorama qui a attaqué les magasins qui lui paraissaient être dans sa zone de concurrence. Cependant, si Bricorama a fermé, c'est principalement parce qu'il faut les attaquer. Donc nous, ce qui nous fait peur, ce sont les syndicats à l'heure actuelle. Et donc il y a un rapport de défiance entre les syndicats, les salariés aussi, que vous représentez un petit peu au sein du collectif? Mais complètement, on ne comprend pas la décision des syndicats. On pensait qu'ils étaient là pour défendre les salariés et ils ne nous écoutent même pas. Vous-même, vous travaillez le dimanche? Tout à fait. Alors quel manque à gagner? Ça représenterait quoi si le travail le dimanche devait être interdit sur l'ensemble de ces enseignes à travers la France? Moi, c'est à peu près 150 € par dimanche que je gagne, sachant qu'on a un chiffre d'affaires aussi qui est plus important le dimanche et que ça permet d'obtenir de meilleures primes ou de meilleures participations. Donc c'est pas évident d'évaluer comme ça la perte exacte que ça aurait, mais ça aurait une très grosse perte puisque je dis je fais à peu près 2-3 dimanches par mois et qu'en plus de ça mes primes vont baisser, mon intéressement va baisser et qu'à l'heure actuelle j'ai un crédit comme tout le monde et j'ai des enfants à nourrir, donc je suis très déçue
par la réaction du gouvernement. Le gouvernement donc qui a demandé la remise d'un nouveau rapport sur cette question de l'ouverture le dimanche, en attendant pas de nouvelles décisions. Les politiques qui sont assez partagés finalement sur cette question. On peut citer aussi Benoît Hamon, ministre de la Consommation ou de l'économie solidaire, qui est défavorable à l'ouverture le dimanche. Vous avez malgré tout le sentiment de trouver des personnes au gouvernement qui vous entendent, qui vous soutiennent? Dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à ça? Alors, de toute façon, on a quand même 10 députés PS qui nous soutiennent, puisque nous avons une lettre ouverte complète des 10 députés qui a été mise en ligne. Excusez-moi, début mai. Et donc, on est soutenu par tout le monde. Monsieur Hamon dit qu'il ne veut pas que nous soyons ouverts et tout ça, mais il veut relancer quand même l'économie. Donc, c'est pas compréhensible. Et pour vous, c'est contradictoire. Merci Sandy Lopin, salariée donc d'une enseigne de bricolage à Bois d'Arcy, et le collectif des bricoleurs du dimanche qui reste donc mobilisé après les décisions de Matignon de remettre un nouveau rapport sur cette question avant de prendre une nouvelle décision. Merci à vous. Merci beaucoup. Autre dossier qui fait polémique, c'est la réforme des rythmes scolaires. Plus de 13 000 signatures pour une pétition lancée par le maire d'Elancourt, l'UMP Jean-Michel Fourgousse, soutenue par Jean-François Copé. Une pétition pour le report de la réforme des rythmes scolaires dénoncée comme néfaste pour les enfants et entraînant une forte hausse d'impôts pour les familles. La réforme est présentée comme pratiquement inapplicable dans cette pétition. Nous y reviendrons dans notre journal de demain et vous entendrez l'explication du maire d'Elancourt qui a lancé cette pétition en ligne sur le site national de cette formation d'opposition, l'UMP. Politique toujours avec la dernière séance du Conseil général des Yvelines en date. C'était vendredi, particulièrement attendue puisqu'elle signait le retour en politique de l'ancien président de ce Conseil général, Pierre Bédier. Un conseiller général apparu très silencieux pendant toute la séance. Retour sur cette matinée avec Catherine Zulato et Olivier Malis-Calco. Première séance de rentrée au Conseil général des Yvelines et beaucoup de monde en coulisses, certainement impatient et curieux de revoir siéger l'ancien président du Conseil général, Pierre Bédier. Pendant toute la séance, le conseiller général de Mantes n'a pas pris part au débat, assez concentré mais très silencieux. Tout juste a-t-il souri quand le président Alain Schmitz, en parlant de l'importance des enjeux de Paris Métropole, a salué son retour par ces mots. Ici que son expérience sans pareil nous sera particulièrement utile dans ces périodes quelque peu agitées. On se souvient qu'il y a quelques mois, on murmurait dans les allées du Conseil général que Pierre Bédier aurait bien aimé retrouver le fauteuil de président, fauteuil qu'il a occupé de 2005 à 2009. On a besoin d'Alain Schmitz aussi, donc ça veut dire qu'Alain Schmitz est mon ami. Donc après, ne partez pas sur des considérations politiques. Ça vous obsède, cette présidence du Conseil général. Ça vous obsède beaucoup plus que moi. Moi, je veux servir. Peu importe les postes. Peu importe les postes. L'important, c'est de servir. L'important, c'est d'avoir des idées. Et l'important, c'est d'avoir la capacité de mettre en œuvre ces idées pour justement servir les populations. Voilà. J'entends mes collègues de la majorité dire on a besoin de Pierre Bédier compte tenu de ces grandes difficultés que connaît le département. On a vu ce matin qu'en fait tout ça est très artificiel. Le département continue et doit continuer. C'est un non-événement. Ça fait beaucoup de vagues à l'intérieur de la majorité départementale. Pour moi personnellement, c'est un non-événement. Oui. Pierre Bédier avait dû abandonner son fauteuil de conseiller général après avoir été condamné en 2009 à 3 ans de privation de droits civiques pour corruption passive et recel d'abus de biens sociaux. Dans les rangs de la majorité, on ne tarit pas d'éloges sur lui. Expérience, compétence, dynamisme, fougue, sens politique très développé. Je crois que le retour de Pierre Bédier pour le Conseil général, c'est une très bonne chose. Pierre Bédier va intégrer la commission permanente et la deuxième commission équipement. On va parler d'une thématique santé à présent, de la consommation du cannabis, avec en plateau le docteur Federico Caro Rojas. Bonsoir à vous. Bonsoir, vous êtes psychiatre addictologue au centre hospitalier Jean-Martin Charcot à Plaisir. Docteur Marlene Brément-Marcheseau, bonsoir à vous. Directrice de l'Institut de promotion de la santé, Daniel Viala, bonsoir à vous. Vous êtes en charge des questions de santé pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Aujourd'hui s'est déroulée à Trappes une journée de sensibilisation sur ces risques liés au cannabis pour les adolescents. Pour commencer, on va regarder ce reportage de Yolène Torres et de Jonathan Villeman. Ils étaient présents ce matin et ensuite nous discuterons autour de cette table. La France, championne d'Europe de consommation de cannabis chez les jeunes. Les médecins et associations présents ce lundi ont insisté sur ce point. La moitié des jeunes de 17 ans l'auraient déjà expérimenté. Lorsqu'il est consommé avec l'alcool, les risques se multiplient.
La prise de cannabis, lorsqu'il y a de l'alcool associé, va augmenter cette prise d'alcool puisque le cannabis donne soif et donc on va encore plus consommer de l'alcool. Par ailleurs, le cannabis induit des problèmes de jugement, donc on va être incapable de se rendre compte un petit peu de ce qu'on fait et donc il va y avoir un effet boule de neige entre le cannabis et l'alcool et donc de multiplication des risques et des signes d'ivresse. Phénomène de groupe, simple amusement, le cannabis séduit surtout les adolescents. Des adolescents parfois lassés des discours moralisateurs sur la consommation. Pour Jean-Paul Manaranche, il faut promouvoir d'autres pratiques de sensibilisation. Travailler sur l'estime de soi, travailler sur les affirmations, travailler sur l'esprit critique, vous voyez, et pas uniquement travailler sur ces produits. Pour un certain nombre d'entre eux, je vous dis, ils peuvent plus l'entendre. C'est tellement, ils en ont, je vous dis, entre guillemets, à ras-le-bol, quoi. Aucun médicament ne permet pour l'instant de lutter contre la dépendance. Le meilleur conseil des médecins dans ce cas-là, c'est de ne pas rester seul. C'est surtout de se faire accompagner dans des structures pluridisciplinaires où il y a des médecins et des psychologues pour pouvoir prendre en charge le patient dans sa globalité et l'aider. Voilà. Mais il n'existe pas de médicaments et pas de substitut au THC ciblé vers ces sevrages. Le cannabis est toujours illégal en France. Toute personne qui en possède risque 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Nous allons donc parler de cette question du cannabis durant les prochaines minutes avec des médecins en plateau, mais aussi une représentante des élus. Vous êtes élu à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, en charge des questions de santé. On va commencer avec vous. Est-ce que c'est un enjeu sanitaire, sociétal, cette question du cannabis aujourd'hui? Bien sûr. Et j'ai déjà eu l'occasion de venir plusieurs fois sur ce plateau pour expliquer la position aussi de la communauté d'agglomération en matière de santé. Marilyn Bremant-Marchesso, qui est là, est la directrice de l'Institut de promotion de la santé. C'est bien une volonté politique aussi d'avoir mis en place cette structure. Et l'objectif, c'est évidemment de promouvoir la santé et de promouvoir la prévention en santé. Donc les politiques se saisissent de ce dossier. Est-ce qu'il y a lieu, et là je pose la question aux médecins, de s'inquiéter véritablement de la consommation de cannabis des adolescents aujourd'hui? Oui, bien sûr. Et certes, on ne voit pas tout de suite quelles sont les complications, mais nous, du point de vue clinique, quand on sait que ça peut déclencher de certaines pathologies et que ça peut mener à un échec scolaire ou un échec socio-économique d'une personne, il faut s'inquiéter. L'inquiétude porte aussi sur la concentration. Alors c'est plus technique de THC, c'est cette molécule toxique qu'on retrouve à l'intérieur du cannabis. Elle est de plus en plus forte, cette THC? Oui, le THC, le tétrahydrocannabinol, c'est les composants actifs du cannabis. Et vous aviez en années 68 une consommation d'une plante qui avait 5-6% de THC. Aujourd'hui, on peut trouver dans le commerce jusqu'au 30-35% de concentration. Quelles conséquences? Une absorption plus intense, des effets qui sont un peu plus importants et surtout que ça reste dans le cerveau plus longtemps avec des risques de développer des symptômes psychotiques, des symptômes amotivationnels avec le manque de motivation pour avoir des activités et, comme je disais tout à l'heure, l'échec scolaire en premier plan. Aujourd'hui, à l'IPS, par exemple, vous recevez beaucoup de jeunes qui s'inquiètent, qui aujourd'hui sont dépendants et qui se disent « je n'arrive plus à décrocher du cannabis » parce qu'il faut aussi les faire venir, mais une fois qu'ils ont conscience du problème. Alors en fait, il y a plusieurs services au niveau de l'IPS qui peuvent recevoir des jeunes en difficulté. Donc il y a d'abord le lieu écoute jeune, mais il y a aussi le XAPA avec une consultation de jeunes usagers. Il y a d'autres professionnels aussi, d'autres associations et professionnels qui sont hébergés donc, au niveau de l'IPS qui peuvent également participer à cette prévention. Mais oui, il y a des jeunes qui viennent avec cette problématique-là. Il y a des parents aussi qui viennent en ayant des craintes pour leur enfant. Alors, quel conseil vous donnez aussi aux parents, par exemple, qui viennent vous voir? Alors, ils ne viennent pas me voir moi, comme je viens de dire. Ils viennent voir donc, les autres professionnels qui sont installés au niveau donc, de l'IPS. Et puis, ils vont voir d'autres professionnels comme monsieur... Je n'arrive pas aussi bien à prononcer le nom. Caro Rojas. Voilà, cours d'espagnol de collège qui reviennent. Quel conseil vous leur donnez à ces familles, justement, vous, quand vous les recevez? C'était une question qui a été développée aujourd'hui dans la journée, donc c'est difficile de dire
une réponse unanime. Il faut voir cas par cas qu'est-ce qu'on peut faire pour chaque adolescent. Surtout, une des conclusions, c'est qu'il ne faut pas banaliser. Il faut se poser la question pourquoi, dans ces contextes particuliers, il y a cette consommation et comment expliquer à la famille quelles sont les possibles conséquences pour avoir surtout un rôle préventif. Faut-il agir contre le cannabis? Avez-vous conscience de ces dangers? Nous sommes allés vous poser la question, vos réponses avec ce micro-trottoir de Patrick Jacques de Dixmude. Je crois que c'est pas une priorité de lutter contre le cannabis, c'est plutôt, entre guillemets, comment légaliser les choses en toute conformité. On sait que médicalement parlant, ça apporte beaucoup de bien aux gens qui sont cancéreux. Ah oui, il faut lutter contre l'utilisation du cannabis pour les ados. Pour les ados, donc je pense que c'est surtout aux parents d'être vigilants déjà. Plus de restrictions sur l'alcool, mais le cannabis soit plus encadré. Mais que le cannabis, pas les alcools, tout ce qui est drogue dure. Moi, je suis pour la libéralisation de ce produit. Ça crée trop de, ça crée trop de violence. Moi, je pense que oui, parce que le cannabis, c'est mauvais pour les jeunes. Peut-être que pour des adultes, c'est bon, enfin, c'est bon, c'est neutre. Mais pour les jeunes, je pense qu'il faut les protéger. Voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais, ça c'est pour les adultes, ça concerne tout le monde, le cannabis. Bien sûr. Voilà, ça concerne aussi les adultes. Oui, c'est pas étonnant les réponses qu'il y a. On a entendu parler de légalisation aussi. Oui. En fait, statistiquement parlant, la consommation est très importante en France. On a vu ce matin comment la France est le pays le plus consommateur en Europe au niveau de cannabis. Presque un garçon de moins de 17 ans sur 2 a déjà goûté le cannabis. Donc on a tendance à banaliser cette consommation. Mais nous, du point de vue clinique, quand on voit que 60 ou 70% des patients schizophrènes consomment du cannabis, on sait que c'est un facteur prédisposant à la maladie. Quand on voit que les jeunes n'arrivent pas à répondre à un cours, qu'ils sont en retard, qu'il y a cet absentéisme, on sait qu'il y a des complications. Ce n'est pas que les jeunes qui ont des soucis, on a des adultes. Assez souvent, cette consommation de cannabis évolue dans le temps et ramène d'autres addictions avec. Si on prend du cannabis, ce que disait le docteur Camus tout à l'heure, il y a aussi une augmentation de la soif et on va se mettre à consommer de l'alcool. Vous avez parlé des garçons tout à l'heure qui avaient C'est plus les garçons que les filles. Ça concerne plus les garçons que les filles. Oui. Sur ces questions-là. Sur la question de la légalisation, je vais poser la question pour faire un tour de table. Pour, contre? Contre. En ce qui concerne les pouvoirs publics, les élus aussi, quelle position vous défendez? Contre également? Personnellement, oui. Et vous partagez cet avis. Oui, tout à fait. Et quand on entend parler tout de même de violence qui en découle, c'était ce qui ressortait du micro-trottoir, ça vous alerte pas? Ça entraîne des trafics, ça entraîne des violences peut-être dans certains pays, forcément c'est légalisé, prochainement peut-être aux États-Unis aussi, puisque ça a été, la fin de la prohibition a été approuvée dans les États du Colorado et de Washington, voilà, bientôt en Uruguay également, les autres pays qui légalisent le cannabis. Il faut le prendre comment? Il faut avoir des nuances. Il y a des pays où le cannabis est utilisé comme médicament. Vous avez le Canada, par exemple, où c'est un médicament avec un cadre très spécifique. Vous avez la Californie, où c'est un médicament. Après, si jamais on légalise, il y a des pays où il y a une dose maximale, une dose personnelle, si vous voulez, qui ne peut pas être dépassée. Ce n'est pas autoriser le trafic. Et évidemment qu'il faut se poser la question. Et quand on parle de légalisation, c'est un contexte socio-économique majeur avec la violence, avec le trafic de stupéfiants. C'est la deuxième source d'argent après les armes dans le monde. C'est énorme. C'est cher, ça coûte des vies. Moi, étant originaire d'un pays producteur de cocaïne, la Colombie, je sais de quoi je parle. Mais on ne peut pas être pour la légalisation. C'est très grave. Quand on voit les soucis personnels des patients. Aujourd'hui, journée d'information qui s'est déroulée pour les professionnels, pour les parents d'élèves également. Quel message à retenir pour eux, pour ceux qui étaient présents aujourd'hui? Vous leur diriez quoi? Il faut s'inquiéter à partir de quel moment? Comment réagir? Il faut toujours s'inquiéter. Ne pas banaliser ce que vous dites. Il ne faut pas banaliser, il faut la prévention, il faut l'éducation. Et ce n'est pas quand on découvre que le garçon ou la fille de 15 ans, 16 ans a commencé à consommer qu'il faut s'inquiéter. C'est beaucoup plus tôt. Il faut qu'on sache quelles sont les conséquences, il faut qu'on informe et qu'on sache qu'il y a un réseau qui est prêt à accueillir les demandes aussi. Et les adresses de vos centres médico-hospitaliers qui sont affichées à l'écran pendant que nous discutions. Merci à tous les trois d'être venus donc sur ce plateau. Merci. On va rester dans la problématique de la santé à présent avec le SAMSA, le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés.
handicapés. Il existe depuis 2008 à Voisins-le-Bretonneux. Il vient de s'implanter à Plaisir. Le reportage et les précisions de Yolène Thorez. Nathalie est un peu stressée. Dans quelques minutes, elle devra faire un discours pour l'inauguration des nouveaux locaux du SAMSA. Mercredi dernier, on l'a préparé avec certains éducateurs. Vous l'avez appris par cœur? Non. J'ai oublié. Maintenant, mais en plus, je vais être obligée d'avoir ma feuille avec moi parce que je n'ai même pas travaillé dessus. Je suis franche en plus, je n'ai même pas travaillé. Nathalie fait partie des 20 adultes handicapés qui bénéficient du SAMSA. Tous les mardis, elle reçoit un éducateur à son domicile pour l'aider dans les tâches quotidiennes, notamment pour les courses. C'est un soutien et surtout quand c'est pour les courses, moi qui n'ai pas le droit de porter, pour moi, quand c'est un homme, pour moi, ça me fait une charge en moins. Ici, avec son assistante sociale, elle demande de l'aide pour quelques démarches administratives. Le service a pour vocation d'aider les personnes en situation de handicap à être maintenues à leur domicile. Médecins, éducateurs spécialisés ou encore infirmières apportent soutien et suivi dans différentes démarches. On compte 2 SAMSA au sein des Yvelines, dont celui-ci qui vient de se délocaliser à Plaisir. Il propose un accompagnement différent. On peut rester chez soi, être handicapé et bénéficier d'un accompagnement multidisciplinaire. Voilà, aller faire ses courses, aller au cinéma, accéder à la vie socioculturelle, aller au travail et continuer à rester chez soi avec sa famille, ses enfants. Voilà, pour certaines personnes. C'est l'heure du discours. Devant l'Assemblée et le maire de Plaisir, Nathalie reste très concentrée. J'ai 2 référents au SAMSA qui ont pour rôle de m'accompagner dans mes projets. Cela me convient. Véhicules, mobilier, matériel informatique et bureautique appartenant à la mairie de Versailles sont en vente sur le site agorastore.fr. Depuis 4 ans, la ville entend donner une seconde vie au matériel dont elle se sépare. Par des enchères publiques, vous pourrez ainsi acquérir un photocopieur à partir d'une centaine d'euros ou encore une Peugeot 106 électrique à partir, elle, de 300 euros, mais sans batterie et avec plusieurs pièces à changer tout de même. La vente se termine le 14 octobre. Toujours sur Internet, un nouveau site pour la paroisse catholique de Montigny-Voisins. Après la création d'un nouveau logo, la paroisse continue à moderniser son identité visuelle et entend ainsi séduire un public habitué aux nouvelles technologies. Vous y trouverez des informations concernant la vie de la communauté ainsi que plusieurs services en ligne. Ce week-end avait lieu la 31e édition de la fête de l'automne à Elancourt, une brocante qui accueille chineurs et curieux, l'occasion de faire des emplettes sans se ruiner et malgré la pluie du week-end. Reportage Olivier Maniscalco et Anthony Reich. Ce dimanche, 31e fête de l'automne à Elancourt avec sa traditionnelle brocante. Claudine est venue avec ses filles, Selma et Camilla, l'occasion de faire plaisir à tout le monde sans se ruiner. Les plus grandes affaires, se trouvent ici avec les chaussures, des bottes, des chaussures à salon, des chaussures de soirée, un peu de tout. Et tout ça pour 5-6 euros. Claire, elle, tient un stand de chaque année depuis 10 ans. Sur place depuis 6h30, elle est venue vendre des livres, des vêtements et de la vaisselle. C'est des choses dont on ne se sert plus ou qu'on n'a plus envie de voir et on se dit que ça peut faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Donc si ça nous a servi, ça peut servir à quelqu'un d'autre aussi. On négocie, oui, c'est le but du jeu aussi, la négociation. On propose un prix, la personne est d'accord, bon, le jeu s'arrête. Mais après, il y a la négociation qui peut être très intéressante aussi et ça permet de discuter avec les gens. Si vous avez raté la fête de l'automne ce week-end, pas d'inquiétude. Les communes de Rambouillet, Maurepas et Magny-les-Hameaux organisent leur vide-grenier les 5 et 6 octobre prochains. Alors, amis chineurs, soyez au rendez-vous. Un mot de sport pour terminer ce journal. Il est désormais l'homme le plus rapide d'Europe sur le kilomètre. Il y a quelques semaines, le représentant de Vélizy, Yann Dujarrier, est devenu champion d'Europe. Anthony Reich pour le reportage. Depuis 2 saisons, il vit une seconde carrière exceptionnelle. Après avoir arrêté le vélo pendant 8 ans, Yann Dujarrier est devenu au Pays de Galles l'homme le plus rapide d'Europe sur le kilomètre. Pourtant, le champion de France court dans l'anonymat malgré une saison 2013 au plus que parfait. Et le sentiment d'avoir réalisé l'objectif qui était fixé dès le départ. Alors, un titre, ça ne dépend jamais de soi. Ça dépend un petit peu de toutes les circonstances de course. Mais il faut être prêt le jour J, grosse satisfaction personnelle et encouragement pour la suite aussi, parce que ça donne envie de continuer.
À 37 ans, le Vélisien rêve encore de décrocher le titre mondial, le seul qui manque à son palmarès. Mais en attendant l'ouverture du vélodrome de 50 ans en Yvelines, ce chef de cuisine en reconversion s'entraîne en mode système D. Au milieu des voitures, il enchaîne les kilomètres d'efforts. Une fois par semaine, il doit même se rendre à Chartres ou à Roubaix pour caresser la piste. J'habite à 20 minutes du vélodrome. Ce sera un outil de travail formidable. Maintenant, on attend de savoir quel créneau horaire nous pourrons avoir parce que les créneaux seront réservés d'abord pour l'équipe de France. Ce qui est sûr, c'est que je ferai partie des premiers abonnés. Ça, quel que soit le tarif, il n'y a pas de problème. Kofi, comme le surnomme le peloton, n'est pas seulement bon sur la piste. Il est passé sur 8 roues depuis une dizaine d'années lorsqu'il arrête le vélo la première fois. Et le roller lui permet de progresser sur la selle. J'ai besoin du vélo pour progresser en roller parce que j'ai des grosses lacunes techniques. Donc le vélo m'aide à progresser physiquement. Maintenant, le roller, quand je travaille le sprint en roller, m'aide en explosivité pour le vélo. Champion de France de sprint en 2012, Yann Dujarier s'alignera début octobre sur les championnats nationaux de marathon pour un nouveau titre, juste par passion. Et le point complet sur le sport, c'est avec Anthony Reich, 18h30 chaque lundi, le 7-8 Sport. Je vous retrouve demain mardi pour une nouvelle édition de l'Actu et puis également pour une nouvelle édition de Municipal 2014 pour tout savoir du scrutin de mars prochain. Excellente soirée.